Le tsar a imaginé Saint-Pétersbourg parce qu'il détestait Moscou, une ville entièrement construite en bois. Il a donc parcouru toutes les grandes villes d'Europe sans répit pour comparer les styles, choisir des formes, imaginer des lignes. Son seul objectif, donner de la cohérence et de l'éclat à son rêve. Quand on découvre la place du Palais, on doit reconnaître que l'empereur de toutes les Russies avait de l'intuition. Il donna l'impulsion à un ensemble unique qui pourtant a été bâti par 3 souverains différents. Le Palais d'Hiver héberge le célèbre musée de l'Ermitage. Il est midi. Le canon tonne non loin de là, dans la forteresse. Je suis une cavalière. Les Amazones en costume d'époque ont du mal à distraire les visiteurs, car le Palais d'Hiver est d'une beauté éblouissante. La construction a été entamée au milieu du XVIIIe siècle, à l'initiative de l'impératrice Élisabeth, la propre fille de Pierre le Grand. On sait que la dame était dépensière. Le palais impérial en fait la démonstration. Les généraux qui luttèrent contre Napoléon sont les spectateurs muets d'un véritable feu d'artifice de splendeur baroque. Le palais fut incendié au XIXe siècle, mais l'émotion fut tellement grande que le tsar de l'époque, Nicolas Ier, décida de tout reconstruire sans délai. L'impératrice Élisabeth parlait couramment le français. Elle aurait certainement apprécié la comparaison que certains font du Palais d'Hiver avec Versailles. Une fausse ressemblance, car les courtisans ici savaient à peine lire. Ils peuplaient un monde d'apparence où les réalités s'effacent dans les reflets de la malachite. Le musée de l'Ermitage est l'un des plus riches au monde. Si un visiteur passait 1 minute devant chaque œuvre, il lui faudrait, dit-on, 11 années pour tout voir. La collection de Rembrandt, à elle seule, pourrait constituer un musée. Et sur les 3 millions d'œuvres d'art, 5% à peine sont exposées. De Renoir à Cézanne et de Van Gogh à Gauguin, tous les maîtres sont présents. La cour impériale donnait des spectacles auxquels les enfants du personnel devaient participer. Pour les former, une école de ballet fut créée. Sa renommée a rejailli sur les théâtres de la ville. Tous les grands noms du ballet russe sont passés par le théâtre Mariinsky. Danseurs de légende, compositeurs et interprètes contribueront à la réputation mondiale du théâtre. Oksana Tokranova est l'une des responsables de l'établissement. L'histoire de ce théâtre a commencé en 1860 quand on a inauguré ce bâtiment qui porte le nom de la femme du tsar, Alexandre II. Cette femme était très connue pour son activité de mécénat. Le théâtre Mariinsky a été construit dans le bâtiment d'un ancien cirque détruit par un incendie. Au théâtre Mariinsky, on peut assister aussi bien à des opéras qu'à des ballets. De plus, nous avons un très bon orchestre symphonique qu'on peut écouter soit ici au théâtre, soit dans une autre salle dédiée au concert, en face du théâtre. Face au musée russe, un autre public, une autre musique, le jazz. David Goloshokin, le musicien de jazz le plus connu de Saint-Pétersbourg. Je pense qu'aujourd'hui, le jazz à Saint-Pétersbourg est aussi populaire qu'en Europe.
musique qui réunit les générations. Bien sûr, les personnes âgées aiment encore le jazz. Mais on doit apprendre à la nouvelle génération ce qu'est le jazz. C'est ce que nous faisons au Philharmonic Hall. Vous pouvez voir tous ces gens venir ici dans la rue pour le festival. Et les salles de concert sont toujours pleines. À Saint-Pétersbourg, tous les genres musicaux ont leur public. On joue de la musique juive, de la musique des Balkans, de la musique tzigane, tout le spectre des musiques, y compris la musique russe. On ne peut pas dire que Saint-Pétersbourg a un seul style de musique. C'est une grande ville, il y a toutes sortes de styles, différentes tendances, c'est un mélange de genres musicaux. Pas plus tard qu'hier, j'ai assisté à une représentation de danse et musique bretonne grâce au Centre culturel français. On a dansé sur des musiques bretonnes, la bourrée, la mazurka. Il a été créé en 1989. C'est le premier Art Center de Saint-Pétersbourg. D'autres ont suivi son exemple en s'installant dans d'immenses immeubles désaffectés. D'anciennes usines, d'anciens bureaux ont ainsi trouvé une nouvelle vie. Les artistes du Love Project Etagie s'engagent pour défendre la nature et protéger l'environnement. Ils ont mis un immense espace à la disposition de l'art contemporain sous toutes ses formes. Le Loft Project Etagie est beaucoup plus qu'un centre artistique. Il s'occupe aussi, par exemple, d'animaux abandonnés en leur trouvant une famille d'accueil. C'est un lieu convivial dans la longue tradition de Saint-Pétersbourg. Le directeur Egor Archipenko. Nous sommes dans une ancienne boulangerie industrielle qui a cessé son activité il y a 5 ans. Et nous avons récupéré les lieux pour créer un centre culturel avec des galeries d'exposition, un café, un hébergement économique pour les étudiants. C'est un centre multifonctionnel. Un espace gigantesque est occupé par des galeries d'art contemporain et plusieurs expositions peuvent y être organisées simultanément. En plus de l'activité de centre culturel, nous avons d'importantes expositions artistiques, notamment des expos photos. Les instantanés d'une ville située à la latitude de l'Alaska.